Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité, Monsieur Boumouche. Merci beaucoup de me faire cet honneur de vous présenter ces deux topos sur la pathologie hépatique. Donc j'ai la difficulté aujourd'hui de parler entre deux de mes maîtres, Dr Belaïch et puis professeur Alexandre Belot juste après. Donc je vais tâcher d'être à la hauteur. Et donc là, Marc vous a fait brillamment les pathologies pour les nuls. Maintenant, on va faire les pathologies pour les forts, puisque vous êtes au point. Et donc, c'est vous qui allez travailler avec des vignettes cliniques et puis des situations où je vais vous demander votre avis sur la conduite à tenir et sur les examens notamment qu'on peut être amené à faire. Donc, on va commencer par la cytolyse hépatique chez l'enfant avec cette première vignette clinique de ce petit garçon qui est adressé par son médecin traitant pour une cytolyse dans le cadre d'un bilan de douleur abdominale et d'asthénie qui évolue depuis plusieurs mois. Il n'a pas d'antécédent particulier, il a un examen clinique qui est sans particularité, sa croissance est tout à fait normale et donc le médecin traitant lui a fait un bilan biologique qui montre une numération normale, une CRP normale, et par contre un bilan hépatique perturbé avec des transaminases comme vous le voyez, avec des azates à 7 fois la normale, des alates à 4 fois la normale, et des gamma-GT, une bilirubine qui sont tout à fait normales. Comment on peut compléter le bilan biologique en première intention chez ce patient donc, qui a fait ce bilan il y a un mois déjà. Donc, quand vous le recevez, par quoi on peut commencer? Donc, on peut le contrôler, effectivement, parce que si c'était un mois, ça peut valoir le coup de le refaire. Et puis surtout, il faut essayer de voir si on a déjà un retentissement sur le foie de cette perturbation. Et puis penser à des diagnostics différentiels aussi d'atteinte hépatique. Et notamment dans cette situation, ce qui va être très important, ça va être de doser les CPK. Effectivement, on va contrôler le bilan dans un premier temps, être sûr qu'il reste toujours perturbé, voir s'il se majore ou si ça rentre dans l'ordre, comme le cas d'une gastro-entérite banale qui améliorerait spontanément son bilan hépatique. Et puis on va doser ces CPK, puisque chez cet enfant, en l'occurrence, les CPK étaient à plus de 10 fois la normale, avec le contexte d'asthénie, d'atteinte de cytolyse. On a évoqué une maladie musculaire et donc on l'a envoyé vers les neurologues qui ont fait le diagnostic de myopathie de Duchenne. Donc c'est important de penser à doser les CPK devant toute perturbation du bilan hépatique. Ensuite, lorsque le bilan hépatique est perturbé, on va évaluer le retentissement. Et pour ça, on raisonne sur la physiologie hépatique. Effectivement, le foie a différentes fonctions, comme vous le savez, qui sont la synthèse des protéines, avec la synthèse tout d'abord des facteurs de coagulation, le dosage de l'albumine, des facteurs immunitaires. Il a un rôle dans le métabolisme des différents nutriments, notamment glucidiques. C'est grâce au foie qu'on arrive à maintenir la glycémie, notamment. Donc lorsque la glycémie va être perturbée, ça va être le reflet du début d'une insuffisance hépatique. Le foie sert également à épurer le sang, et notamment à éliminer les déchets protéiques qui vont être reflétés par l'ammoniémie qui peut être élevée. Puis le foie va permettre la digestion des lipides par la production, la sécrétion de la bile, et puis réguler également au niveau vasculaire le débit sanguin. Donc les transaminases, pour revenir à elles, il y a les alates et les azates, comme vous le savez, dont la normale dépend du laboratoire. Parfois, la normale supérieure est à 30, parfois à 50, ça dépend des laboratoires. Donc on va raisonner en nombre de fois la normale. Donc ce qui est important, c'est de savoir que les transaminases proviennent du foie. En première intention, il faut penser au foie, mais il faut bien sûr évoquer les autres localisations de ces transaminases, que sont le muscle et le cœur, le muscle cardiaque notamment, et puis également les hématies, notamment lors d'une hémolyse, on peut avoir une augmentation des transaminases, le rein, le pancréas, etc. Donc ces transaminases, lorsqu'elles sont élevées, elles sont un mauvais reflet de la sévérité. On peut avoir des transaminases très élevées, mais pas forcément une atteinte très sévère. Inversement, sur des transaminases peu élevées, on peut avoir une atteinte hépatique sévère. C'est pour ça qu'il faut évaluer la fonction hépatique en dosant le TP, le facteur 5. On va enchaîner avec cette deuxième situation clinique. C'est une petite fille de 6 ans, Maïssa, qui s'est présentée avec un tableau de grosse fatigue, de douleur abdominale et d'ictère. Elle n'avait pas d'antécédent particulier, pas de prise médicamenteuse ou de toxique. Et elle était fatiguée, effectivement, elle ne mangeait plus, elle avait de la diarrhée depuis quelques jours. Et à l'examen, vous sentez un débord hépatique avec un foie qui était très douloureux,
un ictère conjonctival, pas de splénomégalie. Et donc là, vous lui réalisez également un bilan biologique avec une CRP qui est peu élevée, à 10. Par contre, un bilan hépatique fortement perturbé, avec des transaminases à plus de 15 fois la normale, des alates à 16 fois la normale, des azates à 13 fois la normale, des gamma-GT également un peu élevés, et la bilirubine qui était également élevée à 40 micromoles par litre de bilirubine totale et 20 de conjuguée. Donc, quelles étiologies au pluriel, ou s'il devait y avoir qu'une étiologie qu'on évoque devant ce tableau, ça serait hépatite A, bien sûr. C'est le réflexe à avoir devant toute hépatalgie, c'est une hépatite, jusqu'à preuve du contraire. Et donc la première cause, c'est l'hépatite A, que vous connaissez très bien. On va tout de suite doser la sérologie et rechercher cette hépatite A. Et puis si elle est négative, on va évoquer d'autres diagnostics, les autres hépatites virales qui peuvent se présenter sur un mode aigu, telles que l'hépatite B ou l'hépatite E. Et puis dans un second temps, on va évoquer les autres étiologies. L'obstacle biliaire, effectivement, l'échographie abdominale va être utile assez rapidement pour voir s'il y a un obstacle biliaire. Et puis après, il faut évoquer les toxiques. A priori, elle n'en avait pas pris, mais parfois c'est caché. Et puis des causes plus rares, mais qui peuvent être sévères et qui peuvent se traiter, que sont l'hépatite auto-immune, la maladie de Wilson ou certaines maladies métaboliques. Donc, à partir de là, les examens que vous allez réaliser en priorité devant ce tableau. Donc, la sérologie, effectivement, pour avancer sur le plan étiologique, ça va être important. Mais comme je le disais, glycémie, effectivement, très important. Il faut évaluer le retentissement de cette atteinte hépatique avec, sur le plan clinique, avec cette perturbation du bilan hépatique, on peut revoir l'enfant, réévaluer et voir effectivement qu'il peut être un peu confus. C'était peut-être pas franc au premier plan, mais plus ça va, plus il l'est, avec un astérixis également, qui peut être le reflet d'une encéphalopathie hépatique, d'un début d'atteinte encéphalopathie hépatique. Et puis sur la biologie, on va faire une numération pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres atteintes, mais effectivement, il va falloir faire un TP, un facteur 5, une glycémie, je ne l'ai pas noté là, mais elle commençait à baisser également. Puis l'albumine, l'ammoniémie qui se perturbent, qui sont le reflet de ce début d'insuffisance hépatique. Les CPK, on a pensé à les faire, étaient normaux, et puis le bilan étiologique, on va commencer à le faire avec notamment en premier plan une sérologie hépatite A. Donc sur ce tableau, la conduite à tenir en priorité, ça va être surtout d'hospitaliser cet enfant. On a un tableau d'insuffisance hépatique avec un facteur 5, un TP qui baisse, avec des signes d'encéphalopathie, avec une cytolyse très élevée, bien que la cytolyse ne soit pas le reflet de la sévérité, lorsqu'elle est très élevée, on sait que l'atteinte, le fonctionnement hépatique peut rapidement s'altérer, et donc il faut surveiller très près ces enfants. On va hospitaliser également les patients qui ont une hépatopathie sous-jacente, parce qu'ils peuvent décompenser cette hépatopathie ou faire une hépatite aiguë sur un tableau d'hépatopathie chronique sous-jacente. Et puis si l'ictère se majore, s'il y a une altération de l'état général. Cette patiente, il faut penser à l'isoler dans l'hypothèse d'une hépatite A, bien sûr. Donc, est-ce qu'on fait une échographie abdominale? Donc, pour le moment, on n'a pas encore le diagnostic d'hépatite A, donc ça, on peut essayer d'orienter la cause de cette hépatite pour voir s'il n'y a pas un obstacle, une dilatation des voies biliaires, qui serait responsable également de l'ictère. On va en parler tout à l'heure sur les lithiases de la voie biliaire principale. Donc cette échographie peut être utile à ce niveau-là, et puis elle peut permettre de voir également s'il y a des signes d'hépatopathie chronique. On n'avait pas de grosses rates à l'examen clinique, mais ça peut être utile de voir si, à l'échographie, on voit des signes de cirrhose, une dysmorphie hépatique, si on voit des signes d'hypertension portale également, avec une splénomégalie, des voies de dérivation, s'il y a de l'acide également. Et puis on peut regarder les autres organes, voir le pancréas. S'il y a une lithiase, elle peut aussi entraîner un retentissement au niveau pancréatique, voir au niveau digestif s'il y a des adénopathies également. Mais très souvent, elle est normale. Effectivement, notamment sur une hépatite A, on peut avoir une échographie qui va être tout à fait normale dans cette situation. Donc ça, c'est une vignette qui reprend les causes d'hépatite aiguë, donc lorsque les transaminases sont supérieures à 5 à 10 fois la normale, avec au premier plan l'hépatite A. On va faire le diagnostic par la sérologie. Si c'est négatif, on va rechercher les autres virus responsables d'hépatite aiguë, et là, c'est très large. J'ai mis l'hépatite B, E, le BV, le CMV, l'herpès, l'entérovirus, mais il y a également le rotavirus, comme vous l'a dit Marc, et puis tout virus
peut facilement donner une atteinte hépatique. On va évoquer les toxiques, les médicaments, notamment le paracétamol. On va évoquer l'hépatite auto-immune et la maladie de Wilson, qui sont des causes quand même bien plus rares au second plan, mais qui est important de diagnostiquer, puisqu'on va pouvoir mettre en place un traitement assez rapidement pour améliorer ces patients. Donc on va pouvoir doser des auto-anticorps, dont vous parlera Alexandre tout à l'heure. On a des auto-anticorps spécifiques du foie. Pour la maladie de Wilson, on va réaliser un dosage de la céruloplasmine et puis du cuivre sanguin, urinaire. On peut faire un rapport entre les deux pour voir s'il y a une accumulation de ce cuivre. On fait un examen ophtalmo également, qui peut nous montrer l'anneau de Kayser-Fleischer qu'on peut voir sur cette photo, qui est le reflet des dépôts de cuivre au niveau du système nerveux. C'est quand même très rare chez l'enfant. Et puis les autres causes qui sont quand même plus rares, des causes hématologiques, des causes métaboliques, la fructosémie, l'intolérance au fructose, pardon, et puis des causes vasculaires avec le foie de choc, l'anoxie, etc., qui peuvent être responsables d'une hépatite aiguë. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les atteintes hépatiques aiguës. On va passer maintenant à un patient qui avait 10 ans, qui lui se présentait sur un tableau de douleur abdominale et une cytolyse, qui n'avait pas d'antécédents particuliers, pas de prise médicamenteuse toxique, pas de consanguinité également. C'est important de la rechercher dans les maladies du foie chez l'enfant. Et ce patient était asthénique, il avait des douleurs abdominales depuis plusieurs mois, pas de confusion, a priori pas de signe d'encéphalopathie hépatique. Par contre, à l'examen, il avait une hépatomégalie ferme à 2-3 cm, il n'avait pas d'ictère, par contre une grosse rate que vous pouvez palper jusqu'à 5 cm sous le rebord costal. Donc on a réalisé un bilan biologique, une échographie chez ce patient, qui nous montrait une anémie à 100, une thrombopénie à 100 Giga par litre également, puis des leucocytes qui étaient un peu bas à 3 Giga par litre. Le bilan hépatique était également perturbé, avec des transaminases à 3-4 fois la normale, des gamma-GT à 3 fois la normale, et une bilirubine qui était par contre normale. Le TP et le facteur 5 ont été faits d'emblée, puisqu'on pensait assez rapidement à une atteinte hépatique, et donc là, il commençait à baisser effectivement avec un TP à 60%, un facteur 5 à 65%. La glycémie, l'ammoniémie était normale, par contre l'albumine également, et les CPK aussi. Et à l'échographie, on a vu une hépatomégalie qui était hétérogène, non stéatosique, sans nodule suspect. On confirmait cette grosse rate, sans dilatation des voies biliaires et sans épanchement. Donc parmi les propositions suivantes, lesquelles retenez-vous comme étant vraies? Est-ce qu'on peut dire que ce patient présente une insuffisance hépatique? C'est discutable, effectivement. On a un TP, un facteur 5 qui baisse, mais qui sont fréquemment retrouvés dans l'hypertension portale. À côté de ça, on n'a pas de signe d'encéphalopathie hépatique, on a une glycémie, une ammoniémie qui sont tout à fait normales, une albumine également. Donc on ne peut pas à ce stade parler d'insuffisance hépatique. Par contre, on peut facilement dire qu'il présente une hypertension portale, avec cette splénomégalie, cette thrombopénie, et puis cette cirrhose qu'on peut voir également, qui se voit sur l'échographie et puis qui est expliquée par ce tableau clinique. D'après vous, ce patient est-il à risque d'hémorragie digestive? Oui, évidemment, c'est une cirrhose avec hypertension portale. Et donc, on va également rechercher des voies de dérivation portosystémiques à l'échographie pour rechercher ces varices œsophagiennes, donc, comme vous pouvez le voir, qui sont à risque de saignement. Avec là des varices de grade 1 qui s'effacent bien à l'insufflation lorsqu'on fait l'endoscopie, qui sont peu à risque, qui ne sont pas menaçantes. Et puis à côté de ça, des varices de grade 2 avec des signes rouges. Donc ça, c'est des varices qui peuvent saigner à tout moment. Puis là, nous avons des grades 3 qui sont confluentes avec aussi des signes rouges, certaines qui ont probablement saigné récemment. Et donc ça, ce sont des patients qui sont à haut risque d'hémorragie digestive, effectivement. Donc à ce stade, quelles étiologies pouvez-vous évoquer parmi celles que j'ai citées? Donc on a l'hépatite virale B, l'hépatite auto-immune, un déficit en alpha-antitrypsine, une maladie de Wilson ou des cholestases génétiques. Alors j'entends un peu toutes les propositions parce qu'effectivement, à ce stade, on peut toutes les évoquer. Toutes ces causes peuvent donner un tableau de cirrhose chez l'enfant, plus ou moins fréquemment. Et puis il y en a d'autres également à évoquer. L'hépatite C, la stéatose hépatique, qu'on appelle la NASH, si le patient présente un surpoids, une obésité.
des maladies métaboliques également, des maladies vasculaires du foie, des maladies systémiques, ça, ce sont des causes beaucoup plus rares, mais qui peuvent être responsables de cirrhose chez l'enfant. Donc ça, c'est résumé sur cette diapositive que je vous propose, avec les différentes causes de cytolyse chronique. Alors évidemment, on ne va pas toutes les rechercher en même temps. On va se concentrer déjà sur l'interrogatoire, l'examen clinique, l'histoire de la maladie, les antécédents qui peuvent vous orienter. Et puis, on va évoquer les causes les plus fréquentes, les plus graves, celles qui nécessitent un traitement, en pensant surtout aux causes infectieuses, les toxiques, les médicaments, la maladie de Wilson et l'hépatite auto-immune, auxquelles il faut quand même savoir faire rapidement le diagnostic pour mettre en place les traitements adaptés, puis toujours en pensant à doser les CPK pour les causes neuromusculaires. Donc l'interrogatoire, les antécédents peuvent souvent, et l'examen clinique peuvent souvent nous orienter également sur les causes. Comme je vous disais, s'il y a une obésité, on peut évoquer la NASH. S'il y a des histoires familiales d'atteinte hépatique, il faut savoir penser aux causes génétiques, notamment s'il y a de la consanguinité. En cas de terrain auto-immun, on va évoquer les causes auto-immunes, l'hépatite auto-immune, mais également la maladie cœliaque dont vous parlait Marc tout à l'heure, le syndrome d'Alagille, je ne reviendrai pas dessus, et puis en cas d'hépatomégalie plutôt molle, on va plutôt penser à des maladies métaboliques et réaliser les bilans adaptés. Et puis si on n'a aucune orientation, si les premiers bilans sont négatifs, si on n'a aucune orientation clinique et sur l'anamnèse, c'est à ce moment-là qu'on va proposer, en tout cas, la biopsie hépatique. On va rapprocher le patient d'un centre qui réalise des biopsies hépatiques, puisque c'est important que ce soit un centre habitué, déjà pour le risque hémorragique. C'est important qu'il y ait une équipe chirurgicale, une réanimation éventuellement pas loin en cas de saignement, puisque c'est un risque, c'est un geste à risque de saignement. Et puis c'est important que les anapathes qui vont lire les biopsies soient habitués également, parce que parfois les lésions sont minimes et peuvent nécessiter des colorations particulières. Donc les indications sont quand même limitées de ces biopsies hépatiques, notamment grâce au progrès de la biologie moléculaire, des mesures non invasives de la fibrose. On arrive à moins faire de biopsie hépatique. Par contre, elle va rester indiquée. L'indication principale, c'est lorsque le bilan hépatique reste perturbé de manière inexpliquée au-delà de 6 mois. On va les proposer avant en cas de signe de gravité, si on n'a pas d'orientation clinique. Voilà, donc s'il y a 3-4 messages à retenir de cette présentation, c'est de bien penser à doser les CPK devant toute cytolyse, puisqu'on peut se faire avoir assez facilement sur des maladies neuromusculaires. Il faut rapidement réaliser un bilan pronostic, le TP et le facteur 5, qui sont le minimum pour voir un peu l'état, la gravité de l'atteinte hépatique. Hospitaliser en cas d'insuffisance hépatique, puisque les enfants peuvent se dégrader, peuvent nécessiter des soins de réanimation assez rapidement. Même si sur une hépatite A, ils vont très souvent passer le cap tout seul, il faut quand même qu'ils puissent être surveillés de près. Et puis penser aux causes fréquentes qui sont également curables, que sont les toxiques, les hépatites auto-immunes, la maladie de Wilson, qui peuvent se retrouver dans les cytolyses aiguës comme dans les cytolyses chroniques. Puis très souvent, la clinique, la biologie, l'échographie vont permettre de faire le diagnostic, et donc on a rarement besoin de faire une biopsie hépatique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Là, je vous ai juste mis une diapositive sur le pas à pas en pédiatrie, sur la conduite à tenir devant des élévations de transaminases. Donc vous le trouvez sur Internet. Il est très bien fait par mon maître, professeur Alain Lachaud. Voilà, merci.